Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h19 sur Radio Classique. Bonjour Paul Hermelin. Bonjour. Vous êtes le patron de Capgemini, numéro 1 en Europe des services informatiques, 180 000 salariés dans le monde, dont 22 000 en France, près de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015. Et vous tablez sur une progression de vos revenus de plus de 7% cette année. Tout le monde s'interroge, on l'a entendu avec François Vidal, sur le ralentissement de la croissance mondiale, mais pas vous apparemment. Écoutez, Capgemini, c'est de l'informatique. L'informatique, c'est corrélé à l'investissement. Donc en principe, ça dépend des perspectives et des investissements et de l'urgence des investissements. Et il me semble que ce qui ralentit la croissance mondiale, le pétrole, la Chine, n'est pas de nature à ralentir les investissements dans le digital. Si vous voulez, aujourd'hui, face aux défis du numérique, la distribution investit, beaucoup de métiers voient leur organisation bouleversée. Donc nous ne sentons pas un ralentissement. Il y a un sentiment d'urgence et nos clients investissent. On a parlé des États-Unis parce que tout le monde a l'œil fixé sur les États-Unis. L'année dernière, certes, on avait une très belle croissance, 7,8%, c'était très bien, à périmètre constant, auquel on a ajouté l'acquisition d'iGate qu'on a fait le 1er juillet. Pour plusieurs milliards. Pour 4 milliards. Et cette année-ci, on prévoit 5. Donc on peut dire qu'il y a un ralentissement. Ce ralentissement, il est ciblé, puisque pour nous, le secteur énergie et utilities, les électriciens, connaît un vrai ralentissement aux États-Unis, moins 18%. C'est significatif, mais comme ça a une petite partie de notre portefeuille, ça explique ce ralentissement 7,8, 5. 5, ça nous permet encore, nous, de continuer à croître, de gagner probablement des parts de marché. Mais je pense vraiment, quand je constate ce que nous faisons chez les très grands distributeurs, les plus grands distributeurs américains, les grandes sociétés, notamment des biens de consommation, le digital est là, le cloud est là et l'investissement est là. Donc la révolution digitale et numérique transcende en fait le contexte macroéconomique. C'est une urgence, si vous voulez. Quand les comportements des consommateurs, aujourd'hui, on appelle bizarrement le Black Friday, qui est le vendredi qui suit Thanksgiving, où il y a une énorme... Les soldes de monstres aux États-Unis. Absolument. Tous les gens sont venus avec leur mobile, ils avaient préparé les achats, ils avaient préparé leur parcours dans les centres commerciaux. Les distributeurs qui ne se sont pas équipés pour s'organiser dans leurs relations avec les clients sur les mobiles sont en retard, ils souffrent, donc tout le monde investit. Aujourd'hui, vous voyez bien, ce qu'on appelle l'uberisation, tout ça, c'est l'usage des plateformes, ça se généralise, il y en aura d'autres, donc nous sentons une urgence d'investissement. Vous êtes très présent dans le secteur financier, chez Capgemini. Ce secteur n'est plus à l'abri de ce qu'on appelle la révolution digitale. On voit qu'Orange va lancer sa propre banque mobile et non pas banque en ligne. On parle d'une banque utilisable uniquement via le smartphone. Est-ce que ça bouleverse aussi vos clients ? Écoutez, je prends un exemple. Je pense à une très grande banque qui nous a dit nos clients ne viennent plus dans les agences. Donc on a réduit le nombre des agences, mais les agences vont faire un autre rôle. Alors, il faut complètement repenser les agences et donc gérer autrement la relation client dans le fait que les gens continuent à interfacer, excusez-moi ce vilain mot informatique, avec leur mobile, puis il y a un moment où ils cherchent des conseils, ça change la chaîne de valeur. Ce qu'on appelle les fintech, qui étaient toutes ces sociétés très innovantes dans la banque, gagnent des parts de marché, modifient les comportements, oblige les grandes banques à le faire, mais si vous écoutez les interviews récentes de Bonafé, de Oudéa, ils ne parlent que de ça. Vous écoutez aujourd'hui le patron de Michelin, il parle du digital, vous écoutez le patron de L'Oréal, il parle du digital. Est-ce que les nous grands sommes l'acteur de la transformation digitale, ça explique peut-être pourquoi on est un peu une exception dans l'activité. Et vous qui les voyez quasiment tous les jours, est-ce que les grands dirigeants de groupes français n'ont pas été un peu en retard dans cette prise en compte, dans cette prise de conscience de cette révolution digitale ? Alors, on va dire, ça commence aux États-Unis. C'est vachement un exemple, l'adoption de ce qu'on appelle le cloud computing qui continue à générer des craintes en Europe. Aux États-Unis, ça devient la norme. L'Europe est en retard. Par contre, parmi les Européens, je trouve que les Français ont réagi très très vite et très très bien. Le cloud computing, pour dire en deux mots, c'est le fait de stocker ces données qu'on hébergeait auparavant en interne, chez soi, sur des serveurs à l'extérieur. Et donc ça pose des problèmes de sécurité. Oui, mais ce que diront les opérateurs de cloud, c'est que leurs protections sont probablement plus fortes, plus acérées que les autres. Mais en tout cas, c'est plus une option. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je rencontre des clients aux États-Unis qui me disent un ordinateur, ce n'est plus mon métier. J'ai pas l'intention d'acheter un ordinateur. Soit c'est un opérateur de cloud, ça va être Amazon, ça va être Google, ça va être Microsoft. Soit c'est vous. Mais moi, ça sort de mon champ. Donc, il y a aussi une envie de se délester de tout un investissement sur nous, sur les gens du cloud. C'est un mouvement très rapide. Là-dessus, je pense que l'Europe a des réticences. Ce qui se passe sur ce qu'on appelle le safe harbor, c'est-à-dire où sont les données en sécurité, les relations entre les États-Unis et l'Europe, tout ce qui a suivi l'affaire Snowden existe toujours. Là-dessus, l'Europe
prend son temps. Mais ce que je dirais, c'est sur le digital, mon sentiment aujourd'hui, c'est que ça bouge et ça bouge bien en France. Vous employez chez Capgemini, Paul Hermelin, je crois, plus de 80 000 personnes aujourd'hui en Inde. Oui. C'est ce qu'on appelle l'offshore, c'est ce qu'on a appelé l'offshore, c'est-à-dire le fait de sous-traiter à un pays où la main-d'œuvre est moins coûteuse toute une partie du travail réalisé par les sociétés de services informatiques. Est-ce qu'on en est toujours là aujourd'hui dans ce type de paradigme d'écosystème? Écoutez, il y a dans l'informatique l'entretien d'un ce qu'on appellera un portefeuille d'applications qui ont été constituées sur plusieurs dizaines d'années, et ça se fait au moins cher. Alors, on a des plateformes très industrialisées qui commencent à être automatisées dans des villes françaises, donc plutôt pas à Paris, pour dire les choses. On cherche des économies de coûts, on en a en région, enfin en France, on en a dans des endroits peu éloignés, par exemple dans les Asturies en Espagne, on a créé des plateformes, et puis l'Inde constitue quelque chose d'unique. C'est moins cher, mais c'est surtout l'abondance de la main-d'œuvre qualifiée qui est stupéfiante. Je vais donner des chiffres qui donnent le tournis. Chaque année, nous recrutons 30 000 personnes en Inde. Pour 30 000 personnes, nous recevons 20 CV. Est-ce que vous connaissez un pays au monde où on peut avoir 600 000 candidatures? Absolument. On reçoit 600 000 CV, on en interview 180 000. Toutes nos plateformes sont occupées par des sociétés spécialisées que nous employons qui, le week-end, interviewent 180 000 candidats. La singularité indienne, c'est l'investissement dans l'éducation informatique. Est-ce que, comme en Chine, il n'y a pas un début de problème de coût de la main-d'œuvre avec des hausses de salaire qui sont, paraît-il, très conséquentes dès qu'un employé change d'entreprise, notamment? Écoutez, l'augmentation de nos salaires en Inde est quand même connue, 6-7%. Comme on est en expansion et qu'on embauche des jeunes, pour l'instant, on efface la hausse de salaire par le rajeunissement de ce qu'on appellera nos pyramides. Et puis la roupie a évolué assez négativement face au dollar et face à l'euro, donc ça a un peu effacé ça. Donc pour l'instant, la compétitivité indienne existe. Mais moi, ce qui me frappe en Inde, c'est l'enthousiasme des jeunes et c'est les volumes de recrutement qu'on peut y faire. Moi, je continue à dire, les Français, les Allemands, les Suédois, il faut former plus de jeunes aux technologies de l'information. C'est un bassin d'emploi formidable. J'avais une mission pour le Big Data que m'avait donné... Vous avez du mal à trouver aujourd'hui des profils intéressants pour Capgemini en France? On en trouve, mais je prends un exemple. On trouve beaucoup de gens dans les écoles d'ingénieurs. Du coup, on s'est mis à travailler avec des universités. Je pense à Villetaneuse, je pense à Aix-Marseille, je pense à Évry, où on forme des gens qui ne sont pas ingénieurs à l'informatique. Et ça marche aussi. Ce qui se passe, c'est que l'informatique fait peur toujours. En disant, je prends un exemple, c'est les jeunes filles pensent que c'est pas un métier pour elles. On a une proportion de garçons très supérieure en France à l'Espagne. Donc, pays latin comme nous. Donc, il y a une espèce d'intimidation devant la technologie et l'informatique. Il faut la dépasser. J'avais fait une étude pour le gouvernement. On a besoin de 130 000 data scientists d'ici la fin de la décennie. Ces gens qui analysent la masse de données Absolument. Qui circulent aujourd'hui. Eh bien, on doit les former. Moi, je pense que l'informatique est un très gros gisement d'emploi. Combien de personnes embauchées en France cette année, a priori, chez Capgemini? 3 500. Sur un effectif de plus de 22 000, c'est ça? 22 000, oui. Un mot de la loi El Khomri qui déchire la gauche. Je sais que vous suivez ces sujets avec intérêt. Est-ce que les mesures que la droite et le patronat jugent de bon sens vont, pour vous aussi, dans le bon sens, dans la perspective de relancer l'emploi en France? Écoutez, il est clair que ça va dans le bon sens. Ce qui se passe et qui justifie un grand débat dans le pays, c'est au fond le dialogue social. Ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à ralentir des licenciements ou que ça sert à moderniser la relation de travail? Moi, ce qui m'a toujours un peu étonné en France, c'est que l'objectif des syndicats était de retarder les licenciements plutôt que d'obtenir de meilleures conditions de licenciement. C'est-à-dire que, je le dis, ça peut sembler singulier, ce qui coûte cher en France, c'est le temps d'attente avant d'opérer un plan social. Et que finalement, ce qu'obtiennent les salariés est moins cher que dans beaucoup d'autres pays européens. C'est-à-dire, ce qui coûte au total, c'est l'attente. Je pense que les salariés, quand on est obligé de faire une réduction d'emploi, ça nous est arrivé dans les années 2002-2003, ils préféraient toucher une somme plus importante pour se reconvertir, pour réorganiser leur vie, plutôt qu'avoir un processus qui dure, qui est très long et qui, au bout, ne débouche pas sur des sommes. Je pense qu'il y a un équilibre, il y a un vrai débat à avoir. Alors 49.3 ou pas, ça c'est pas mon souci, je ne suis pas compétent là, mais je pense qu'on ouvre un vrai sujet utile et qui, à mon avis, peut porter des choses très positives pour l'économie. Merci Paul Hermelin. Merci. PDG de Capgemini, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.